Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce en France que j'anime depuis maintenant plusieurs années, dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants, des retailers qui viennent me raconter leurs expériences, leurs apprentissages pour qu'on apprenne tous à vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Kretz, cofondateur et directeur général de Cosa, cabinet de conseil en stratégie digitale qui aide les marques à bien se raconter pour mieux vendre. En gros, on fait du branding, de la communication et du e-commerce. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Dalidé qui est le CEO de Motoblues. Salut Jérôme, ça va ? Salut Laurent, tu vas bien ? Ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir. Et on se connaît déjà un peu. Alors déjà, parce que Motoblues, ça fait longtemps que j'avais envie de vous recevoir sur Le Panier. C'est quand même une incroyable machine de guerre. Machine de guerre non, mais belle machine. On va dire ça belle marque. Une belle marque plutôt. Installée dans le Nord à Carvin, au pied des terrils. Alors je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. On en discutait à l'instant. Les terrils, c'est quand vous arrivez à Lille en venant de Paris, le long de la 1, c'est ces immenses... des immenses... buttes de terre, là, des anciens minéraux, l'accumulation des minéraux qui ont rejailli, qui symbolisent l'histoire du Nord et principalement du Pas-de-Calais et de toute l'histoire minière du Pas-de-Calais. Et puis cet ancrage du terroir et cette proximité avec les gens. Puis c'est comme une entreprise, quoi. C'est hyper important de savoir où on est et l'ADN de cette région et l'ADN de notre entreprise aussi. D'où on est, d'où on vient pour savoir où on va, je pense. Mais c'est pas à Carvin, au pied des terrils qu'on s'est rencontrés, c'est à Lyon, puisque tu vis à Lyon quand tu n'es pas dans le Nord chez Motoblues. Dans le cadre du Digital Circle, chères auditrices, chers auditeurs, c'est un super événement qui a eu lieu, un premier événement du Digital Circle, qui est une association de, j'ai bouffé mes mots, association de commerçants et e-commerçants à Lyon, d'entrepreneurs, qui a fait une première soirée. On a fait 2 tables rondes incroyables et tu étais sur la seconde table ronde avec Nicolas Prigent de Seb, qu'on salue, Thomas Rouault de Snow Leader, David Banger de Botrank. C'était passionnant. Il y avait des dénominateurs communs dans vos aventures et vos histoires et qu'on va creuser aujourd'hui. Donc j'aimerais bien comprendre ton parcours parce que tu n'es pas fondateur de Motoblues, tu as rejoint l'entreprise il y a 5 ans en tant que CEO. Et je me demande d'ailleurs, on abordera ce sujet pour commencer une prise de poste de CEO dans une société qui a déjà une quinzaine d'années, puisqu'elle a été fondée en 2004. Et on parlera, tu nous raconteras un peu l'histoire de Motoblues, tu nous diras ce que c'est, tu nous parleras de la gamme et des produits, de stock, de distribution. Vous lancez la franchise, vous avez quelques points de vente aujourd'hui, dont un qui est adossé au magasin. À l'entrepôt et au siège, au paddock. Au paddock, on appelle ça un paddock. Le paddock. Tu me parleras d'international aussi, parce que c'est un sacré enjeu, surtout au niveau de la log. Et puis on parlera un peu d'humain, parce que c'est tu me disais quand on préparait cet épisode, des choses qui étaient très intéressantes sur ta vision de la liberté, la responsabilisation, la cohésion aussi. Voilà, ça nous fait un très bel épisode. Bienvenue sur Le Panier, c'est ton premier podcast. Je suis très heureux que ce soit que ta première soit avec moi. Wouh. D'où tu viens avant d'arriver chez Motoblues ? Moi, je suis un petit Mayennais. Tu vois, j'ai grandi en Mayenne, petit département de l'ouest de la France. Et puis, j'ai un parcours un peu, pas atypique, mais un peu zigzag. J'étais pas très bon à l'école, j'ai loupé mon bac, je me suis barré en prépa. J'ai fait une admission parallèle. Et puis après, j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans des belles boîtes comme Darty, Auchan. Et ensuite, j'ai été patron d'une agence de com. J'ai été chez Toupargel pour mettre en place tout le e-commerce. Et surtout dans mon parcours, en fait, ce qui a guidé mon parcours, ça a toujours été cette capacité à avoir cette notion du terrain et du client, et en même temps cette capacité à essayer de savoir ce qui allait potentiellement se passer dans les 2 à 3 ans. Donc c'est toujours cette adéquation entre une stratégie et puis la mise en œuvre et l'exécution. Et je suis très 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 orienté client et satisfaction client. Et je me rappelle que le jour où j'ai commencé en tant que patron d'agence de com, en fait, très rapidement, au bout de 6 mois, je me suis dit, en fait, non, il faut vraiment que je retourne dans le monde du B2C ou du B2B parce que ce qui me drive, c'est vraiment cette notion de manager des équipes pour justement développer du business, mais par la satisfaction client. Donc, c'est un peu mon driver. Donc, je suis un classique du B2C. J'ai connu le e-commerce en 2011 en reprenant l'activité au champ direct de .fr, dont j'en étais le patron pendant 5 ans, entre 2011 et entre 2010 et 2015. C'est vraiment l'accélération du e-com dans les GMS, non, à cette époque. C'est l'accélération du e-com, c'est aussi
l'incompréhension de beaucoup de gens aussi dans ces historiques retailers de savoir comment ça marchait. Et c'était surtout aussi un gros challenge de faire cohabiter une marque qui était plutôt enclin dans le monde du retail et comment faire cohabiter ce nouveau business model du digital, pas du tout pareil. Et surtout, comment faire en sorte qu'à un moment donné, en fait, le vrai sujet, c'est comment tu augmentes ta part de marché au sein de la marque et non pas silo par silo. Mais bon, on connaît les combats dans ces entreprises où le discours de l'omnicanalité a été souvent un gros débat interne et des problématiques soit d'ego, soit de compréhension des uns et des autres et de combat. Mais justement, et le gros sujet aujourd'hui de l'omnicanalité qu'on a réglé chez Motoblues, et je reviendrai là-dessus, en fait, c'est ce qui a... Le temps que ces retailers classiques ont mis pour pouvoir régler ce problème d'omnicanalité ont permis à d'autres de pénétrer le marché. Et c'est bien dommage parce que le point physique est un point extraordinaire pour justement sublimer l'omnicanalité et permettre justement à des clients d'être avant tout clients de la marque et non pas clients d'un canal, quoi. On parlera de l'omnicanalité, ça faisait partie des sujets qu'on a abordés, mais on a à Lyon, et tu viens de dire un mot, désiloter, ça aussi on l'a creusé en long, en large et en travers, tu as un avis là-dessus? Le désilotage de l'objectif, des activités, de l'enjeu pour un commerçant qui est multicanal, justement? Oui, alors moi j'ai eu la chance de passer du temps chez Darty, chez Auchan, et en fait, moi dans ma vie, j'ai fait beaucoup de management non hiérarchique. Et il n'y a rien de plus formidable que de faire du management non hiérarchique parce que tu apprends à convaincre. Et pour apprendre à convaincre, il faut avoir des arguments. Alors, il faut un petit peu faire de la politique de manière sympathique, mais quand tu commences ta carrière chez Darty et que tu es chef de produit dans une région et que tu dois convaincre tous les mois 15 directeurs de magasins qui ne dépendent pas de ton univers, dont tu ne manages pas, mais que tes produits doivent être mis en avant, et que tu es jeune et que c'est ta première expérience, la première réunion, tu te prends quelques baffes, et après, tu apprends à créer tes alliés, et puis surtout, tu apprends à argumenter pour pouvoir toujours être en avance avec eux, et surtout les convaincre à pousser tes gammes de produits, parce que généralement, dans ce type de boîte, ton premier concurrent, c'est ton autre collègue chef de produit. Donc, tu apprends à convaincre. Et moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que finalement, le silo, il vient potentiellement des organisations, mais il vient souvent aussi de certains managers qui n'osent pas s'ouvrir aux autres et qui, justement, ont tendance à protéger leur organisation, à protéger leurs services. Et je pense que le rôle d'un dirigeant, c'est justement de désiloter. Et pour désiloter, il faut avoir un projet très clair. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et il faut surtout, et c'est de l'énergie permanente, de répéter la raison pour laquelle on se bat tous les jours et la raison pour laquelle on vient bosser tous les jours. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Motoblues, qui était une boîte jeune, mais qui, quand je suis arrivé, était silotée parce que il y avait un passage difficile et classique. Lorsqu'un fondateur lègue sa boîte, on sait qu'après, il faut reconstruire une nouvelle histoire. Et c'est ce que je me suis Il faut forcément reconstruire une nouvelle histoire? Tu peux pas te baser... En fait, quand je dis une nouvelle histoire, c'est la différence avec l'ADN. Tu parlais tout à l'heure, mon arrivée chez Motoblues. Quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'arriver au mois d'août. C'est formidable. Je suis arrivé le 1er août, et là, tu n'as pas le management. Tu es au contact des équipes, au contact des employés, aux employés logistiques, de tes équipes marketing, etc. Ceux qui sont là. Pour ceux qui sont là. Ouais. Mais généralement, tu as des gens qui sont assez open, assez ouverts à la discussion. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que depuis le départ du fondateur Thomas Tumrel, il y avait eu une succession de directions générales pendant 3 ans. Et les gens avaient plutôt travaillé chacun dans leur coin en verticalité et non pas en horizontalité. Et très vite, j'ai reconstruit une logique de mission, mais surtout, je me suis attaché à comprendre l'ADN. Et je me souviens vraiment de ce moment où ça faisait 15 jours que j'étais dans l'entreprise, on avait quelques sujets de niveau de croissance, un certain mal-être de pas mal de personnes dans la boîte. Et puis, tout d'un coup, je vois 3 mots inscrits sur un mur qui étaient passion, compétition et fun. Et puis là, je parle à 2-3 personnes, je dis, c'est quoi ces mots? Ah bah ça, c'était les mots qu'on avait avant, à la création, etc. Et je dis, aujourd'hui, vous ne les utilisez plus? Ah bah non, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs marketing, des plateformes de marque, des consultants, et puis on a essayé de faire des choses nouvelles, etc. Et donc, j'aurais posé la question, mais
si on remet ces mots en avant, et qui avaient du sens, parce que la compétition, la passion et le fun dans un monde de la moto, ça a vraiment du sens, tu vois. Ce sont les maîtres mots du motard, quoi. Ah, mais c'est les maîtres mots, et puis même des maîtres mots de la vie. Oui. Tout court. Oui, je veux dire, c'est quand même un moment donné sur lequel tu peux surfer pour créer justement un collectif. Recruter un passionné, c'est pas forcément un passionné de la moto, c'est peut être un passionné de plein de choses. Et justement, ça prouve aussi la richesse humaine derrière. Et puis le fun, c'est cette capacité à créer du collectif et à partager ensemble. Et la passion, la compétition, parce qu'on vit dans un environnement où chaque instant, tous les jours dans l'e-commerce, tu es en compétition avec tes concurrents. Et donc, en fait, on s'est rebasé sur ces 3 mots fondamentaux, qui étaient de se dire, cet ADN, on doit le retrouver et on ne doit surtout pas y déroger. On a juste rajouté un mot supplémentaire qui était l'autonomie, parce que derrière, effectivement, je crois beaucoup à la notion de responsabilisation et à la notion de prise des décisions en autonomie la plus complète, en phase avec le projet. Et donc, ce qu'on a, nous, juste construit dans les 3 mois après mon arrivée, c'était effectivement la nouvelle histoire, mais basée sur ces valeurs et basée sur tout ce qui avait été fait. Et donc, ça a permis aussi de remobiliser des anciens. Ça a permis de remobiliser des anciens qui, avec mon arrivée, tu sais, avec le profil de la grande distrie, du mec de champ, tout le monde pensait que j'allais virer des gens, que j'allais reconstituer une nouvelle équipe, etc. Pas du tout. On a remobilisé des équipes et surtout, ça a permis, dans l'axe de recrutement, de se dire, eh ben oui, là, on doit recruter aussi des gens en phase avec cet ADN. Donc voilà, donc c'est recréer une nouvelle histoire, c'est surtout le faire aussi à partir d'un socle commun et à partir de fondations extrêmement fortes. Et les fondations extrêmement fortes d'une entreprise, c'est son ADN. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai énormément de respect et d'amour en cours pour des boîtes comme Darty et Auchan. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est de savoir si ces entreprises-là ont gardé ou perdu leur ADN. Et je pense que parfois, la défaillance commerciale n'est pas liée à des choix commerciaux, elle est d'abord liée au fait que l'ADN s'est petit à petit déconstruit. Alors, hyper intéressant. Et tu m'as vu faire des remuer la tête parce que j'ai 12 rebonds. Mais je vais commencer peut-être par ce dernier. Tu sais, il y a... Ah là là, je sais plus comment il s'appelle maintenant, ça m'échappe. Mais quelqu'un qui disait l'ADN d'une entreprise, c'est les 50 derniers jours ou 60 derniers jours. Toi, tu reprends une boîte qui a 15 ans. Enfin, tu arrives CEO dans une boîte qui a 15 ans. Peut-être tu repousses ce qu'avaient fait ces consultants et tu remets ces 3 mots et tu rajoutes autonomie, donc passion, compétition, fun et autonomie au cœur du sujet. Mais l'ADN, ça se fait vivre. Tu veux réagir à ça? L'ADN, c'est les 30, 60 derniers jours. L'ADN, il change. Tu vois, la culture, elle change. La culture... Moi, ce que j'ai appris, c'est... l'unique et seule personne qui doit être en exemplarité par rapport à ça, c'est le dirigeant. J'ai eu une première expérience de dirigeant il y a quelques années, c'est-à-dire entre 2009 et 2011. Et je pense qu'à l'époque, je n'avais pas assez compris que le dirigeant était dans une forme de solitude et qu'il portait énormément de choses. Et donc, on ne va pas dire que c'était une expérience successful. Mais ce n'est pas grave. Ça arrive. En plus, se reprendre dans une agence de com en 2008 en pleine crise, ce n'était pas non plus le bon choix stratégique. Et donc, je pense que celui qui fait vivre, ce n'est pas le Chief Happiness Officer, ce n'est pas un comité des fêtes, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui fais vivre et qui permet aux gens de le vivre. Et donc, par exemple, sur la notion de passion, pas plus tard qu'hier encore, j'avais 8 collaborateurs qui faisaient du cross sur un circuit à 1h du paddock toute l'après-midi. Est-ce que je me suis posé la question s'ils avaient posé ou pas leur journée? Mais j'en ai rien à foutre. Mon seul sujet, c'est que je sais que ces gens-là, ils sont partis vivre leur passion, ils l'ont vécu ensemble et ils l'ont transmise sur nos Slack internes. Et donc, ça génère quelque chose de fier parce qu'ils ont porté des couleurs en plus, parce qu'ils avaient les maillots Moto Blues, parce qu'ils ont passé un bon moment. Et donc, ce fait-là fait qu'à un moment donné, ils vont le transmettre. Quand on parle de compétition, si à un moment donné, tu n'as pas une exigence, toi, en tant que dirigeant, sur toi-même et sur tes équipes, en te disant « il faut vraiment qu'on soit les meilleurs en satisfaction client », mais je dis bien les meilleurs, et on sait bien à quel point c'est exigeant d'être les meilleurs, eh bien, tu dois faire vivre ça. Et ça a été pareil sur le fun.
le fun. Aujourd'hui, on a un environnement qui s'appelle la Fricadelle Motors. Et c'est un environnement, on a une pompe à bière. On ne devrait pas le dire ici. On n'a pas le droit d'avoir une pompe à bière. Mais tu sais bien que dans le Nord, la bière, c'est pas de l'alcool. C'est la vie. C'est la vie. Et donc, si tu veux fêter les victoires avec le verre d'eau du robinet, tu peux. Mais ça n'a pas la même saveur. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire de l'alcool. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire même si tu bois du jus de goyave. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu permets à ton environnement de faire et de refaire tout ce qui correspond à tes valeurs. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un dirigeant qui va dire « Ah non, là, tu ne peux pas fêter la victoire » ou « Non, là, on peut accepter. On fait plus 10, c'est plutôt pas mal, on est au-dessus du budget. » Non, c'est comment on peut faire plus. Et récemment, on était en réunion objectif. On a même un jeune nouveau arrivant qui est responsable de notre marketplace, à qui on a rajouté un petit peu de chiffre d'affaires parce qu'on a trouvé que son budget était conservateur. Et le mot qu'il a utilisé, qui a fait rire tout le monde et qui est maintenant devenu un mot dans l'entreprise, c'est au-delà. C'est au-delà. Comment on fait pour aller au-delà. Donc voilà, oui, c'est à toi de le faire vivre. C'est à toi de le faire vivre. Et une fois que tu as commencé, alors c'est du temps, hein, c'est pas forcément dans la première année, c'est ce qu'on apprend aussi. Il faut parfois 2 ans, 3 ans. Tu reconstitues ton équipe, tu remets aussi les bonnes personnes, tu fais en sorte que dans chacun des équipes, que ça soit en logistique et en développeur, puisque dans un monde e-commerce, on a des gens qui ont des métiers très variés, tu t'assures qu'à un moment donné, tout le monde a le même socle et tout le monde est en phase avec ses valeurs et tout le monde les vive à sa manière, mais tout le monde est capable de les interpréter. Et justement, une expérience, moi, qui me fascine aujourd'hui, qui a été créée d'eux-mêmes en logistique. En logistique aujourd'hui, grâce à cette notion d'autonomie, ils ont mis en place tous les mois, et c'est une perte de prod puisqu'ils prennent 1 heure, 1 heure et demie sur leur temps de travail pour se réunir tous ensemble et ce qu'on appelle l'amélioration continue, eux, ils appellent ça les perspectives. Et c'est quoi ces perspectives ? C'est permettre à des collaborateurs de donner des idées, mais non seulement le collaborateur donne des idées, mais il a le devoir de la mettre en œuvre. C'est trop facile d'avoir des idées. C'est trop facile. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette notion d'autonomie. Ouais. Et cette perspective, et je finis juste là-dessus, en fait, on a eu un bilan là mardi, depuis qu'ils ont mis ça en place, donc ça va faire 3 ans, ils ont eu 156 idées. Et la personne qui présente dit, on n'en a mis que 95 en œuvre. 61 n'a pas été mise en œuvre. Alors que moi, dans ma tête, je me dis, c'est génial. C'est génial. Ils en ont mis 95. Mais tellement pris par la notion de compétition et d'exigence, la personne qui présente le sujet à l'ensemble des autres managers dit qu'il y en a 61 qui n'ont pas été mises en œuvre. Et là, je me dis, c'est pas mal. Compétition. Exactement. Avec le sourire. Alors qu'une force, c'est de savoir dire non aussi. Donc, tu peux avoir... Tu m'as dit combien ? 120 idées 156, oui. Idées, après, il y en a que tu peux pas. Mais ce que je veux dire, c'est cette notion de se dire comment on va au bout. En pratique ? Parce que, est-ce que ça freine pas l'idéation et les gens se disent je vais pas présenter une idée parce que je suis pas sûr de pouvoir l'exécuter derrière ? Non, parce qu'en fait, mettre en œuvre veut pas dire que tu as un succès ou un échec. Mais qu'il faut quand même avoir essayé. Mais qu'il faut quand même essayer. Et c'est cette notion du POC, et c'est cette notion du test, etc. Aujourd'hui, de la même manière, forcément, l'IA est très sensible dans nos boîtes. Comment l'aborder ? Mon objectif, c'est pas de faire l'IA. Mon objectif, c'est de comprendre pourquoi l'IA est très importante pour nous. Eh bien, aujourd'hui, quand tu sais que tu dois dépenser 10 000 euros ou 15 000 euros pour sortir un nouveau site avec une nouvelle langue étrangère, est-ce qu'il n'y a pas un POC à tester et de se dire qui est capable dans l'entreprise de se dire pour 50 $, je vais sortir avec l'IA un nouveau site. Et ça, c'est de permettre aux gens de le faire. Vous êtes combien chez Motoblues ? On est 145. Comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que tu présentes des idées ? Comment est-ce que tu présentes des problèmes pour lesquels il faudrait trouver des POC ? Et ça, je te l'avais montré, je te l'avais donné, je crois, on a notre petit book qui s'appelle la roadmap, que j'ai toujours avec moi, je l'ai devant moi ici. Ce petit book, aujourd'hui, c'est une synthèse et on l'update tous les ans. Il y a notre mission, il y a nos valeurs, il y a nos principaux KPI et il y a nos orientations stratégiques.
Et à partir de là, on a un mode projet qui fait qu'on vient alimenter les orientations stratégiques par des projets clairs qui correspondent à ces orientations. Et à l'intérieur, les gens sont totalement libres de le nourrir. Alors forcément, il y a des bandes passantes. Mais ce qu'on dit à chacun, c'est que si vous avez quelque chose, que vous avez un début de cahier des charges, on va travailler dessus et surtout, on va faire en sorte de le nourrir pour pouvoir faire en sorte qu'on le teste. Et on va faire en sorte aussi que ça vienne totalement se décliner de manière opérationnelle. Et donc, en fait, il y a des process forcément, mais c'est surtout permettre aux gens de pouvoir justement avoir la capacité de nourrir cette roadmap. Et ça se fait pas. En fait, ce que j'ai appris de ça, c'est qu'il faut une forme de maturité. Moi, ça fait 5 ans et demi que je suis là. On a eu une année Covid très forte. Un après-Covid, il a fallu gérer des choses. T'es arrivé quand 1er août 2020. Donc tu vois, j'arrive 1er août 2020, on faisait 53 millions avant le Covid, on en fait 70 aujourd'hui, mais l'année Covid, on passe de 53 à 63, on prend 10 millions. Et l'année d'après, on redescend, et l'année d'après, on redescend. Et là, depuis 2 ans, on est sur une croissance à plus 15. Et en fait, il faut du temps pour que les gens aient cette capacité d'être, entre guillemets, intrapreneurs. Donc il faut du temps, ça veut dire qu'il faut leur laisser ce temps. On a fait des nominations internes, on a fait des parcours zigzag, on a des fait parcours zigzag. On a beaucoup de gens, nous, qui ont commencé par exemple au service relations clients. Moi aujourd'hui, mon patron de l'offre, il a 32 ans, et il est arrivé dans l'entreprise il y a 10 ans il y a 12 ans comme alternant, et aujourd'hui il est patron de l'offre. Mais il était patron du retail. Et on a des exemples comme ça énormes, où des gens qui ont les capacités dans l'entreprise d'évoluer. Et parce qu'on a senti des soft skills qui fait qu'à un moment donné, ils étaient capables de... on a forcément pris des compétences extérieures. Dans les compétences extérieures, aujourd'hui, on essaye vraiment de juger, de faire en sorte que la valeur ajoutée que la personne, que cette personne qui va arriver chez nous va avoir une vraie valeur ajoutée. Par exemple, auparavant, on externalisait le SEO ou le SIA. Et aujourd'hui, on a intégré ces fonctions parce qu'on estime que c'est important de les intégrer de manière transversale et de faire en sorte que les métiers soient totalement aussi concernés par le SEO, totalement concernés aussi par tout ce qu'on peut faire chez Google. Donc il y a Marketplace, on a lancé la Marketplace il y a 1 an. C'est assez intéressant comment on a fait. Il y a 1 an, on lance la Marketplace. On a fait appel à un expert sur le sujet, donc un extérieur, consultant, très opérationnel. Et puis, on a pris un alternant. Et en fait, le truc, on a commencé à dérouler pour apprendre. Transfert de compétences du consultant vers l'alternant. L'alternant a plutôt été très bon. Donc, on l'a embauché. On diminue la prestation du consultant et on reprend un alternant. Et donc, tout ça, c'est aussi cette notion aussi de faire confiance à des gens, mais aussi d'apprendre en direct et en live et de pouvoir savoir si on a... la capacité d'avoir un nouveau relais de croissance par l'apprentissage. Donc, si je reprends les chiffres que tu m'as donnés, vous êtes redescendu au niveau avant Covid, avant de remonter à 70, on a toujours été au-dessus. On était avant Covid à 53 millions. On est redescendu il y a 2 ans, on faisait 61. Et là, on clôture l'année, on fait 70. Écoute, c'est passionnant, chers auditrices, chers auditeurs. Je continue sur cette lancée parce que en fait, j'ai plein de questions qui me viennent, qui sont plus du pilotage de ta vision. Tu as dit autre chose tout à l'heure sur ce sur quoi je voulais rebondir. Quand tu as rappelé les valeurs de l'entreprise, tu as dit que ça a permis de remotiver aussi certains employés. Nous, on a cette notion chez Cosa qui est la notion de SaaS. Parfois, tu as des employés, ils ont fait leur cycle, tu vois, et ils sont dans le SaaS. Soit ils rentrent, soit ils sortent, mais ils sont dans le SaaS. Les remotiver, c'est pas toujours une bonne idée. Parfois tu as fait ton cycle, tu as fait ton temps. Tu t'es posé ces questions-là ? T'as audité, je sais pas comment vous étiez en 2020 quand t'arrives en août, mais t'as rencontré tout le monde, t'as essayé de sentir l'engagement. J'avais fait ça à une époque, dans mon première expérience, justement, où j'avais rencontré tout le monde. Là, j'ai pas fait ça, mais j'ai rencontré pas mal de gens. Et surtout, j'ai été faire de conversations non officielles. Tu sais, passer du temps, quand tu débutes, tu prends du temps. Fricadelle, t'as dit que la Fricadelle Motors, par exemple, mais aussi, tu sais, il y a
le côté classique. Je pense que j'ai cette image en interne de l'entreprise, mais tous les matins, je vais dire bonjour partout, c'est-à-dire logistique, service relation client, etc. Et surtout, tu dis pas juste bonjour en passant et en marchant vite. Tu dis bonjour, tu t'arrêtes et comment ça va. Tu t'intéresses aux gens et petit à petit, la confiance est là et à un moment donné, tu reçois des choses. Hein. Dans le Nord, on dit souvent, tu donnes et tu recevras 10 fois plus. Donc tu donnes une fois, tu recevras 10 fois plus. Donc n'hésitons pas à donner. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et là, tu captes des informations. Tu captes des informations de manière non officieuse sur des problématiques, sur des problèmes d'organisation, sur des gens qui répondent pas assez vite à des problématiques logistiques, des sujets, etc. Et donc ça te permet de voir aussi qu'effectivement, tu auras toujours 10-15% des gens qui sont en bout de cycle. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'ils aillent jusqu'au bout du cycle, mais qu'ils aillent à 100% jusqu'au bout du cycle. Et après, Donc, tu te soit dis, tu redémarres, soit tu vas tu quittes. Ouais. Et c'est pas grave. Et moi, j'ai un discours très clair avec certaines personnes en leur disant, on doit travailler votre employabilité. Les gens oublient ça. Je crois qu'un des meilleurs moyens de fidéliser les collaborateurs, c'est de travailler leur employabilité. C'est-à-dire leur donner des nouvelles compétences qui fait qu'à un moment donné, s'ils veulent trouver du boulot ailleurs, grâce à nous, grâce à MotoBlues, ils vont pouvoir avoir cette employabilité. D'où l'instauration, par exemple, des VAE, d'où l'instauration aussi de la mise en place de l'anglais en interne, parce que beaucoup de gens ne maîtrisaient pas l'anglais. VAE c'est les équivalences, je ne sais plus le terme d'ailleurs, okay. Mais tu vas le trouver là sur le web. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est les valeurs d'équivalence, tu vois. Et donc, on met ça en place. Validation des acquis d'expérience. Voilà, exactement. Et l'autre chose qu'on a créé en interne, donc là, c'est plus un KPI, c'est qu'on a le NPS interne. Et donc, on a tous les mois une enquête, ce qu'on appelle un outil RH, différentes questions. Par contre, il y a 2 questions qui reviennent en permanence. C'est êtes-vous bien informé sur la stratégie de l'entreprise? Et la deuxième question, c'est êtes-vous prêt à recommander votre entreprise? Avec une note de 1 à 10. Aujourd'hui, on a une note moyenne sur la recommandation qui varie entre 8 et 8,2. Et donc, on a un NPS à 50% globalement. Combien? Un NPS à 50%. Ce qui est le minimum. En dessous, on commence à s'inquiéter. Et c'est hyper important. Et après, on a d'autres questions sur le savoir-être et d'autres questions aussi sur le bien-être en entreprise. Mais c'est hyper important. C'est hyper important. Quand tu as une mission qui est claire, qui est de faire en sorte qu'aujourd'hui, tu veux devenir une marque dans le monde de la moto, et quand tu sais que ta mission, c'est d'apporter la meilleure expérience client, si la personne qui est en logistique, quand elle ferme ses cartons et qu'elle met du calage pour faire en sorte que les produits ne bougent pas trop, si elle n'a pas conscience de pourquoi elle le fait, tu es sûr qu'à un moment donné, ça devient un automatisme et c'est mal fait. Donc voilà, au service relations clients, par exemple, on a externalisé certaines tâches qui étaient des tâches basiques du type « Où est ma commande ?» Parce que moi, je n'ai que des motards et des motards en service relations clients. Et donc aujourd'hui, ils n'ont aucune contrainte de temps. Tu peux les appeler demain. Si tu dois y passer une demi-heure, tu passes une demi-heure. Parce que 40% de leur temps aujourd'hui, c'est de l'avant-vente. Et donc ces gens-là sont hyper importants. Un développeur, quand il travaille, il doit savoir pourquoi il développe tel ou tel concept. Et donc, à un moment donné, il doit être en connexion avec le métier. C'est pour ça qu'on a intégré des chefs de projet. Non pas pour juste être chef de projet, mais pour faire le lien avec le métier et l'IT et pouvoir justement aussi donner du sens. Et des 2 côtés, faire en sorte que chacun comprenne les contraintes de l'autre, mais qu'à un moment donné, chacun aussi travaille pour le même projet qui doit nourrir le projet d'entreprise. Donc, et tout ça, ça vient de cette notion que j'ai apprise moi très jeune, c'est le management non hiérarchique. Comment désiloter? Eh bien, c'est pas parce qu'à un moment donné tu l'as décidé, c'est parce qu'à un moment donné tu vas faire en sorte que tout le monde travaille pour le même projet, avec le même ADN, avec les mêmes valeurs et avec la même mission. Et ça, il faut le répéter. L'objectif commun partagé, qu'on soit dans la même équipe ou dans des équipes différentes. Voilà, on a des rythmes, des rythmes, réunions mensuelles, le petit book est updaté tous les ans. Alors, je vais le montrer. Hop. Je parle, donc vous le voyez, je le mets sur moi. Tout petit livre d'une 20aine de pages
Et effectivement, tu me l'as envoyé et je trouve ça génial. Nous, on a. Alors, parmi les projets qu'on a, les 60 qui sont pas encore passés chez nous, tu vois, il y a ça. On le donne à chaque nouvel arrivant. Le roadbook, la roadmap, l'ancienne. Comment tu l'appelles ? Le roadbook. Ouais, c'est le roadbook, c'est la roadmap, c'est le roadbook. Et en fait, il est affiché aussi en grand devant tout le monde. Il est donc visible de nos partenaires fournisseurs. Il y a les chiffres clés, il y a les chiffres qu'on veut atteindre, il y a les EBITDA qu'on veut atteindre. Alors, c'est totalement transparent. Et au début, on m'a dit, mais attends, ça va être dans les mains de chez nos concurrents. Mais alors, ils ne savent pas comment on va le faire. Faire du chiffre et puis générer du cash, c'est la base. C'est la base, donc rien de bien secret. Mais l'important, c'est que... Et d'ailleurs, on l'a présenté aussi à nos partenaires fournisseurs il y a 2 ans. Enfin, ça fait partie des rencontres que l'on mène, mais c'est extrêmement clair. Et tous les ans, et on l'a eu là, pas plus tard que ce mercredi, comme on clôture l'année, nous, au 30 septembre, on a fait une réunion avec les 50 managers, ce qu'on appelle managers, personnes qui devaient vraiment être conscientes de ce qu'on allait faire pour la prochaine année. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que c'est totalement cohérent. Tous les objectifs qui ont été présentés par tous les services sont cohérents avec la strate. Et donc, moi, j'étais hyper ému dans ma conclusion à la fin, parce que quand tu es dirigeant et que tu vois que tu as une cohérence totale, en plus, c'est une réunion où chacun passe ses slides, etc. Moi, j'ai un objectif, j'ai une mission pendant cette réunion, c'est juste de passer les slides et de fermer ma gueule toute la journée. Ça fait la 3e année que je ferme ma gueule. Tu y arrives, ok. Ouais, j'y arrive. Enfin, il y a 2-3 trucs des fois. Tu prends des notes, quoi. Ouais. Toute l'information, je la connais. Mais ce qui est important, c'est que eux créent ce collectif. Et là, c'était hyper cohérent. Et le deuxième retour que j'ai eu, on m'a dit, jusqu'à 17h, les gens étaient hyper attentifs, quoi. Donc, quand tu dépasses les 30-35 minutes, c'est pas mal. Toute la journée, je déconne. Là, ça a été une journée. Bon, on fait des bonnes pauses aussi. Et on avait amené notre pompe à bière. C'est important. Tu vois, c'est important. Et dernière question, après on passe au business. Je suis désolé, je trouve ça hyper intéressant. Tu m'as dit, quand on préparait l'épisode, que tu avais été... Je te parlais de ta prise de poste. Tu m'avais dit, et je voyais que tu avais déjà été CEO dans le passé. Tu m'as dit, j'ai été CEO trop tôt. Premier point de ma question. Et la deuxième, c'est que là, tu as été choisi. Tu as passé des entretiens. Enfin, j'imagine... Ouais. T'as pas été... Ok. Il y avait des candidats en interne. Et est-ce qu'il y a eu de la friction à ton arrivée, du coup ? Alors, par rapport à ta première question sur trop tôt, moi, j'ai toujours fait les choses plus tard. J'ai eu mon bac en 2 fois. J'ai eu mon diplôme à 25 ans. Enfin, même que ce scolaire. Je me suis marié à 30. J'ai eu mon premier enfant à 34. Donc, tu vois, je suis un grand adolescent, en fait. Je pense que 34 en 2025, c'est une... Ouais, non, mais là, on est dans la moyenne maintenant. Mais bon. Maintenant, t'es dans la moyenne, mais à l'époque, peut-être pas. Non, je suis arrivé... En fait... Je pense qu'à un moment, j'y suis arrivé parce que j'étais trop plus attiré par la fonction que par le titre, que par la mission que ça représentait. Et je pense qu'à un moment donné, je suis parti d'Auchan, j'étais patron du plan commerce d'Auchan France, qui était un magnifique poste avec des gens remarquables. Il y avait une dynamique qui était extraordinaire. Et quand je suis parti... et donc beaucoup de non-hiérarchie dans le poste que j'avais aussi. Je pense qu'il y avait sûrement un gap très élevé pour moi, mais surtout, j'ai pas pris conscience de la dimension de la mission de DG. Le fait d'avoir fait cette expérience, j'en ai pris conscience. C'est-à-dire que tu étais vraiment comme un vrai chef d'orchestre, et donc et encore plus dans des PME où tu dois être à la fois, t'es attendu sur la vision stratégique. Tu dois aussi nourrir ton actionnaire, donc c'était aussi une nouvelle étape pour moi. Tu dois aussi être dans l'opérationnel. Tu as une multitude d'emmerdes qui peuvent t'arriver tous les jours, mais tu es aussi celui qui fournit l'énergie positive et tu es aussi celui qui est garant de l'ADN. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération et tu peux pas te dire que tu n'es pas bon là ou bon là, et tu dois aussi apprendre à gérer ton état physique et ton état mental. Parce qu'un dirigeant, quand il arrive le matin au boulot, tout le monde le regarde et qu'à un moment donné, tu rentres sur le ring, quoi. Et encore plus dans le B2C. Tu rentres sur le ring, donc tu dois te préparer à ça. Et donc tu dois aussi gérer à côté de ça ta vie personnelle et ton équilibre. T'apprends, hein. C'est pas grave, c'est pas un échec, c'est juste qu'à un moment donné, voilà, peut-être que j'étais pas prêt, mais en tout cas, ces 2 ans et demi que j'ai fait m'ont nourri. Et donc ça a fait partie de
de mon expérience. Quand je suis arrivé, effectivement, il y a, l'entreprise n'avait plus de direction générale depuis 6 mois, et donc le fonds et donc l'organisation, parce qu'on fait partie d'un trio d'entreprises avec plutôt une présidence à l'époque qui était du côté de l'Allemagne, et donc ils avaient décidé de mettre une co-direction intermédiaire avec une personne venant de l'Allemagne et une personne en interne qui était présent. Effectivement, au départ, je pense que cette personne légitimement pouvait postuler pour avoir le poste, pour avoir le sujet en interne. En fait, on a eu une discussion très franche, et comme moi, j'ai gardé dans un premier temps mon codir existant, mon sujet n'était pas du tout de remettre en cause ou de me dire je vais me séparer de quelqu'un qui voulait la place. Au contraire, je veux dire, à un moment donné, cette personne était dans l'entreprise depuis des années. Je veux dire, travaillons en bonne intelligence. Si elle a montré de l'intérêt pour le poste que tu allais occuper, c'est qu'elle est engagée et qu'a priori elle est dans le sang. Et aujourd'hui, cette personne est là, et on a un codir qui à l'époque était de 10 personnes. Aujourd'hui, on est à 7. Parce que je pense qu'on était un peu trop. Aujourd'hui, on a redistribué les cartes. Et aujourd'hui, c'est un élément extrêmement moteur dans la réussite de l'entreprise. Donc, non, en fait, j'ai pas d'ego ou pas d'inquiétude. Voilà, au contraire, je pense que c'était même quelque part, il faut s'appuyer sur les différentes forces. Et je pense que, en tout cas, c'est ma conviction, on n'est pas là pour être potes dans les entreprises. On est là pour nourrir un projet commun avec des valeurs communes. Et tant que tu sens que la personne a de la loyauté, en fait, tu avances. Le vrai sujet, c'est ce qu'à un moment donné, il y a de la loyauté, non, pas seulement vis-à-vis de la hiérarchie, mais toi aussi vis-à-vis de tes collaborateurs. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu es capable de durer avec des gens, en dehors des compétences, c'est surtout la loyauté et ta capacité à être engagé pour la même cause. Donc si à un moment donné, tout ça c'est clair, après tu avances, et puis tu règles les petits sujets au fur et à mesure. Compris. C'est quoi Moto Blues? Belle marque. Une 37 minutes d'introduction. Alors, écoute, allez sur le site. C'est une belle marque qui a été créée en 2004. motoboulz.com ou .es ou .it. On en parlera. Voilà. .com. Écoute, nous, notre spécialité, c'est de vendre des produits d'équipement moto pour équiper soit toi en tant que personne motarde, soit équiper ta moto. Donc on a tout le registre de l'équipement et d'accessoires moto. Aujourd'hui, on a plus de 200 000 références. On est à 90% de notre business est en ligne. On a 2 magasins, dont un qui est collé effectivement, qui est à 5 mètres de mon bureau et qui est collé à l'entrepôt sur 200 mètres carrés, mais qui donne accès aux 35 000 références en stock. Et on a un gros flagship à Seclin qui fait 2000 mètres carrés. 90%, donc je te le disais, de notre business est en ligne. Et nous, notre mission première, qui est d'apporter la meilleure expérience client. Un des points qu'on a recadré justement il y a 5 ans, ça a été de se dire, on ne va pas se disperser, puisque quand je suis arrivé il y a 5 ans, il y avait des sujets autour du vélo, de la mobilité, le truc. Donc on est vraiment sur l'univers de la moto pure. Et nous, notre job, c'est d'avoir le plus grand choix. Quand je dis le plus grand choix, c'est s'il y a une marque qui existe dans l'univers de la moto, on doit le retrouver chez nous. D'accord ? En stock ou pas en stock, mais on doit être capable de nourrir l'ensemble des besoins des différents motards, puisqu'il y a énormément de profils différents dans les motards. Un motard de la semaine qui va être très urbain et qui va rouler avec son scooter, et peut-être le week-end un crosseux ou quelqu'un qui a un trail et se balader. Donc on doit être capable de faire en sorte qu'il trouve tout chez nous. Et qu'il trouve tout chez nous avec une capacité d'avoir une livraison très très rapide, mais surtout aussi d'être rassuré sur tout l'aspect service. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas de dropshipping. C'est pour ça que j'ai mis énormément d'argent il y a 3-4 ans sur la logistique et toute l'automatisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est connecté aussi fortement avec tous les stocks de nos fournisseurs, avec une supply chain globale de la commande jusqu'à la livraison du dernier kilomètre extrêmement performante. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on maîtrise totalement notre relation client. Et donc, tout est centralisé, tout passe chez nous en termes de log, et avec une internalisation de tous les métiers. Le seul métier qui n'est pas internalisé aujourd'hui, c'est la paye.
Bon, mais tous les métiers sont internalisés et pilotés chez nous. La tech aussi, donc. La tech aussi, la tech est pilotée. Vous êtes sur quelle plateforme? On est sur une plateforme. Développement propre? Développement propre. Ce qui ne nous empêche pas après d'avoir des outils externes, tu vois, qu'on vient plugger. Mais aujourd'hui, et c'est un vrai bon sujet, parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une remise en cause aussi de nos équipes techniques. On a un gros sujet aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les fondations IT. Donc, on refait un peu toutes les briques et les rendre surtout pas du tout dépendantes des unes des autres. Et puis surtout, et c'est ça qui est génial, c'est quand l'équipe IT aujourd'hui présente ses projets justement de refonte et de nouvelles briques, elle le présente toujours en disant c'est pour faire en sorte que l'entreprise puisse scaler, pour que l'entreprise puisse accepter maintenant des magasins, pour que l'entreprise puisse se développer à l'international. Donc voilà, donc on a cette capacité aujourd'hui, donc on présente 200 000 références, je pense que dans un an on va dont 35 000 en stock, tu m'as dit. Dont 35 000 en stock, ouais. Et les 165 autres sont chez les fournisseurs. Mais elles passent par Motoblues. Elles passent par Motoblues, par chez nous, etc. Et donc aujourd'hui, 90% de notre business est en ligne. On a fait un gros travail aussi sur nos 2 magasins d'omnicanalité la plus remarquable, je pense, aujourd'hui. Et excuse-moi, mais ça fait un peu le mec un peu prétentieux sur le sujet. Mais comme c'est pas moi qui fais le boulot. Allons-y, parce que je te mais tu vois, le truc est, en fait, comme on avait ce magasin qui était vraiment collé à l'entrepôt, on a tout mis. Donc, on a développé... En fait, c'est un magasin qui présente uniquement 300 ref, c'est à 200 mètres carrés. Donc, quand le client arrive, il se dit punaise, mais c'est petit, quoi. Je vois pas tout. Bon, le magasin, aujourd'hui, fait quand même 2,2 millions sur 200 mètres carrés. Donc, tu vois, ça déroule. Et en fait, on a tout mis là-dessus. C'est-à-dire qu'on a mis en place des bornes qui sont pas du tout l'extension du site web, mais c'est vraiment des bornes avec une ergonomie spécifique. Pourquoi? Parce que ça permet à nos vendeurs de présenter toute l'offre que l'on a sur le site à nos clients, mais d'accompagner le client dans cette démarche. Et c'est vraiment quelque chose qui est le lien entre le vendeur et le client par rapport à son besoin. On a mis en place les prix électroniques. Donc nous, aujourd'hui, on a le même prix sur le web et sur le magasin en temps réel, parce qu'aujourd'hui, nous doute, hein. Le client ne doit pas se dire est-ce que c'est moins cher, machin bidule. C'est une aberration que ce soit pas le cas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais totalement. Et donc ça, c'est... Et attends, donc affichage en temps réel, ça veut dire que tu as de l'affichage numérique en... Affichage numérique avec QR code pour pouvoir accéder directement à la fiche produit sur le site web. Donc aujourd'hui, les gens ils se baladent avec leur mobile, c'est d'une évidence, mais c'est mieux quand c'est pratiqué. On a mis en place ce qu'on appelle d'e-réservation. Donc ça veut dire que le client il va sur le site internet, il peut réserver son produit sur notre site. Il n'y a pas du tout de check-out, pas de paiement. Et le produit, dans la petite réserve du magasin, il est gardé pendant 7 jours. Donc, il a 7 jours pour venir l'essayer, le tester, etc. Évidemment que pour les produits en stock. Évidemment que pour les produits en stock, mais on va l'étendre aussi ouais. sur les produits en non-stock. Enfin, tu vois. Et puis après, il y a tout l'effet des retours. Peu importe où le client a acheté son produit, c'est évident qu'on prend tous les retours. Peu importe si le client il a un problème de SAV, c'est accepté dans tous les touchpoints. Et surtout, l'autre point, c'est qu'on vient de lancer notre programme de fidélité. C'est pareil, on a un seul compte client unique. Et nous, on prend 100% des adresses email en magasin, puisque toutes les factures sont envoyées par email, et ce qui nous permet après, derrière, de traiter. On a un compte client unique. Enfin, toutes ces choses-là nous paraissent évidentes, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un magasin chez nous va faire 15 à 20% de son business sur des produits qu'il n'a pas dans le magasin. Ok, donc il faut savoir vendre. Il faut savoir vendre, c'est aussi hyper intéressant. C'est pour ça qu'on vend la franchise sur ce nouveau concept qui n'existe pas dans notre domaine, c'est-à-dire stock centralisé, utilisation du digital, mais derrière, cette capacité aussi à pouvoir mieux maîtriser ses stocks. Et donc son BFR. Tu as parlé de cette largeur de gamme, tu veux que si un produit moto existe, il est chez vous. Ouais. Ça s'oppose à la modération, merde, pas à la modération, le terme m'échappe quand tu choisis tes produits, bref, la sélection par sélection, Motoblues, l'assortiment, etc. Ouais. Nous, en fait, quand je suis arrivé, je me disais, mais tiens, si on devenait une marketplace, d'accord, on connaît le coût de l'investissement d'une marketplace. Et je me suis dit, mais en côté, on va plutôt avoir une logistique performante, on va plutôt avoir un système de connexion avec les fournisseurs hyper performants. Et aujourd'hui, allons-y, quoi. Allons-y, ayons le plus grand choix. Et permettons aujourd'hui à l'ensemble des différentes typologies de motards et de motardes
de pouvoir acheter chez nous. Et une des clés de la réussite de notre environnement international aujourd'hui, c'est qu'on propose le plus grand choix à différentes typologies de clients. Pas plus tard que la semaine dernière, on a intégré une marque finlandaise qui s'appelle Ruka, et on l'intègre dans un premier temps sans stock. On l'intègre sans stock. Et petit à petit, en fonction des rotations, des produits qui tournent bien, on va mettre des produits en stock. Donc voilà. Et donc ça, pour nous, c'est un apprentissage extrêmement intéressant qui est de se dire, voilà, on a cette gamme extrêmement large et on a encore des produits à intégrer. On a encore des besoins à faire. Cette omnicanalité que vous travaillez fort et sur laquelle tu te trouves exceptionnel, pardon, ouais, pas mal, je trouve. Sur laquelle vous faites des choses vraiment bien, comment est-ce que ça va s'étendre à la franchise que vous lancez, grand projet, pour multiplier les points de vente? Alors déjà, pourquoi? C'est quoi le contexte de ce projet? Et du coup, ton approche, le canevas, le blueprint d'un magasin Motoblues de 1? Mon approche, c'est que... Notre approche, c'est qu'aujourd'hui, les choses ne s'opposent pas et je trouve ça très tout à fait normal de développer aussi une logique physique. Donc aujourd'hui, on a 2 magasins en propre, on n'exclut pas d'en avoir d'autres en propre demain, après-demain, etc. Mais le métier de la moto aujourd'hui, il y a énormément de très très bons franchisés qui sont sur un schéma plutôt classique, historique. Et donc nous, quand on a réfléchi au modèle, on s'est dit, mais tiens, on a peut-être quelque chose à apporter à des nouveaux franchisés qui voudraient justement bien maîtriser ces stocks et faire en sorte aussi que leurs équipes soient uniquement 100% concernées vers le client et n'aient pas cette contrainte ou ce plaisir de passer du temps avec des fournisseurs et passer des commandes. Et donc nous, on est venu avec un nouveau modèle qui est de dire, voilà, on va vous proposer, la prise de risque sur les stocks, la gestion de stocks centralisés, une capacité à vous délivrer soit à la semaine, soit tous les jours, et de vous nourrir aussi avec une logique totalement omnicanale, c'est-à-dire que vous devez accepter que vos prix soient identiques au web, et vous devez accepter que votre vendeur puisse être en capacité non pas de vendre ce qu'il a en magasin, mais de vendre l'ensemble de la gamme que la marque lui propose. Et le chiffre d'affaires que vous ferez, qu'il soit sur le stock que vous avez ou via les bornes, via le digital, c'est votre chiffre d'affaires. Et à partir de là, c'est ça un peu la nouveauté, c'est de se dire que moi, magasin, que je vende mon produit en stock ou que je vende un produit que je n'ai pas en stock mais que je vais vendre par la borne, que le client pourra venir chercher en magasin ou le client se fera livrer directement chez lui, avec le même prix que sur le web, eh bien ce produit-là, qui sera vendu par le vendeur en magasin, le chiffre d'affaires reviendra en magasin et non pas à la logique digitale. Désiloter et aligner tout le monde. L'objectif de l'entreprise, c'est de vendre plus ou de faire de l'EBITDA et pas de cloisonner les canaux. Et de ne pas cloisonner. Et à partir de là, on va travailler avec vous cette logique de dire nous, on prend des risques sur des stocks, sur des produits, mais on vous assure qu'à un moment donné, vous avez la possibilité de contenter tous vos clients parce qu'on a tous les produits du marché. Et s'il y en a un qu'on n'a pas, on compte sur vous pour nous le dire. Parce qu'on doit le référencer très vite. Je ne veux pas rentrer dans le détail du marché, mais ça va du casque intégral jusqu'à la pièce de frein pour une CBR 650, etc. Enfin, je vais dans le détail. On est vraiment sur la chirurgie en termes de produits. Et ça, c'est très important aussi, surtout qu'on a des mixités de catégories qui n'ont rien à voir entre elles. Mixité de catégories et autant de motards que de motos, c'est ce que tu me disais. Moi, une question que je pose souvent, c'est quel est le ou les 2-3 personas qu'ont mes invités? J'ai stoppé les personas. Voilà. C'est de la vraie connerie. Excuse-moi de le dire comme ça. Parce que le client est unique et que les personas mettaient des gens dans des cases, alors que finalement, quand tu écoutes les clients, c'est beaucoup plus complexe que ça. Toi, Laurent, la semaine, tu vas avoir volé un scooter et un certain nombre d'équipements pour équiper ton scooter et ton beau petit casque jet pour faire le beau dans le 2e à Paris le vendredi. Et puis peut-être que la semaine, tu pars avec des potes qui sont en Auvergne et tu vas faire des chemins et tu vas te balader avec ta motocross. Et peut-être que dans ton garage, je ne le sais pas, tu as peut-être 2 motos anciennes que tu es en train de rénover. Et en fait,
Sans compter que derrière, il y a aussi le style. Aujourd'hui, le mec qui achète une bécane rouge, il va pas s'habiller en bleu. Et il y a des styles qui s'associent. Et en fait, il y en a une multitude. Il y en a une multitude. Et il y en a tellement une multitude qu'il faut permettre justement aux gens d'avoir cette capacité de tout choisir chez nous. Et en plus, quand tu rentres dans la logique de la pièce et l'accessoire, là, pour le coup, tu as ce qu'on appelle des pièces ou des accessoires universels, mais tu as des choses qui sont liées à ta moto. Et ta moto, c'est pas ta moto, c'est ta moto, ton année, etc. Et donc, il n'y a rien de pire. On connaît le combat que l'on mène aujourd'hui pour la conversion. On sait ce que l'on donne tous les ans à Google. Moi, je veux dire, mon combat, c'est qu'une fois que le client il est chez moi, il puisse acheter et qu'on puisse générer du repeat. Et la vraie valeur d'une entreprise, c'est son portefeuille client, mais c'est sa récurrence d'achat de son portefeuille client. Et tu fais de la récurrence d'achat de deux manières. Soit tu files des bons d'achat à tout le monde, tout le temps, et c'est de l'acte promotionnel permanent, soit à un moment donné, tu le fidélises parce que ton offre, elle est là, et ton service associé, il est excellent. Et avec ton prix, où tu ne crées aucun doute. Et une fois que tu as cette alchimie, bah, tu peux après travailler sur d'autres alternatives ou d'autres sujets, comme ta présence sur les events, ta dynamique des réseaux sociaux. Et nous, on le voit bien. Nos opérations promotionnelles fortes, comme les Black Friday ou tout autre lancement de saison, sont d'autant plus forts que tu as l'offre, sont d'autant plus forts que tu as rassuré le client sur le prix, sont d'autant plus forts qu'aujourd'hui, tu as une capacité à livrer vite après le Black Friday. Et donc, de faire diminuer ton niveau de retour parce que tu as donné ton bon produit au bon moment et de manière très rapidement au client, etc. Donc, je pense que c'est cette notion de l'offre, ouais, elle est hyper importante. Et nous, le combat a été de faire en sorte que dans tous les maillages de l'entreprise, tout se passe vachement bien. Et donc, on a fait des projets back-office, middle-office qui ont été extrêmement énergivores ces 3 dernières années, mais qui aujourd'hui sont clôturés et qui nous permettent d'accélérer. Et ça a été quelque chose fondamental. Et aujourd'hui, on n'a pas fini. On a encore des offres à aller chercher, mais c'est très important. Alors, je comprends ce que tu dis. J'adhère à la vision de l'expérience client, quel que soit ton client. Mais il y a plein de gens qui te disent que quand tu as posé ta plateforme de marque et tes enjeux de communication et tes campagnes, de savoir à qui tu t'adresses et de définir tes personas, donc de la vraie connerie selon toi, ça aide quand même un peu. Ouais, ça aide. Alors après, nous, on le fait différemment. D'abord, effectivement, on a revisité aussi la marque. Et la marque, on est en train de faire un gros boulot dessus, avec notamment un retravail aujourd'hui sur... on a 5 marques aujourd'hui, on est en train de repositionner sur 2 marques, c'est-à-dire DXR, qui est notre marque fort sur les produits textiles. Donc nos casques s'appellent Dexter, donc on va tout passer en DXR. Et tous nos produits dits pièces et accessoires, qui étaient... sous une marque qui s'appelait Corum, on va tout passer sur Motoblues. Donc on va recentrer. Et derrière ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un retravail aussi de logo, un retravail aussi de packaging sur la marque. Mais nous, ce qu'on a remis aussi fortement en œuvre, c'est la notion de la marque Motoblues et la marque associée à la qualité de service. Après, par exemple, pour se dire comment mieux cibler. Par exemple, aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, on a créé des entre guillemets, des verticalités, j'aime pas ce mot, mais des spécificités. Par contre, on a le Motoblues général, mais on a créé le Motoblues MX pour s'adresser à ceux qui étaient plutôt sur le cross. On a créé le Motoblues Racing pour ceux qui étaient sur la pratique du racing. Parce qu'à l'intérieur, si tu veux, du Motoblues Racing, tu vas aussi bien avoir le cadre sup, mais qui aime bien faire du racing parce que c'est sa passion et qui va sur un circuit le dimanche. Tu vas aussi bien avoir des ouvriers qui adorent... voilà, tu vas aussi bien avoir des mecs qui sont plutôt Ducati, tu vas aussi bien avoir des mecs qui sont plutôt Honda ou Yamaha. Donc tu vas avoir des variantes. Et donc on n'a pas voulu mettre des personas du type le profil, la moyenne d'âge de 30... Parce que quand tu regardes les sujets de moyenne d'âge, en fait, le problème de ça, si tu t'intéresses plus aux gens qui sont sur les extrêmes et sur les écarts types. Et donc, quand tu fais une moyenne, moi, on me dit, mais moyenne de mes clients, c'est 45 ans. Ben ouais, mais je vais pas m'adresser qu'à ceux qui ont 45 ans. Comment je fais pour aussi conquérir les primo-accédants? Et les primo-accédants, tu as aussi bien des gens de 20 ans que des gens de 50 balais qui, à un moment donné, ont envie de se mettre à la moto. Donc,
c'est pas évident. Donc, à un moment donné, il faut être puissant sur ta marque globale. Et je pense que beaucoup... hier, c'était intéressant. J'ai rencontré... je connaissais pas trop la marque, mais j'ai rencontré le DG de chez Villebrequin. Ce qu'ils font, c'est formidable. L'histoire est magnifique. Et aujourd'hui, d'une marque de maillot de bain, ils sont arrivés à faire une vraie marque de textile. Et même maintenant, je crois qu'ils créent des... ils créent aussi ils créent aussi des endroits de plaisir sur les plages. Le Nikki Beach, Villebrequin. Donc la marque doit être puissante. Et donc, pour ça, il faut l'inscrire dans le top of mind de tous tes consommateurs, de tous tes clients et de tous tes prospects. Et puis après, tu vas trouver des spécificités. Par exemple, c'est pour ça qu'on a adhéré aujourd'hui au sponsoring du championnat de France des sables. On est partenaire type du championnat de France des sables Moto Blues. Pourquoi ? Parce que là, on va s'adresser vraiment à des gens qui sont passionnés de motocross. Mais moi, j'étais à la première édition à Berck, il n'y a pas plus tard que 10 jours. Il y avait 70 000 personnes. Je peux t'assurer que le dimanche... Il n'y en a pas deux qui se ressemblaient. Il n'y en a pas deux qui se ressemblaient. Et c'était tout sauf des crosseux. Tu avais de tout. C'était un événement populaire. Donc... le persona a cette limite de mettre des dents dans des cases et dans une moyenne. Et c'est surtout aussi un bon moyen de nourrir les agences de com. Et donc, à un moment donné, on a libéré un peu le sujet. Alors, souvent, parfois, on tape à côté. On tape à côté, ouais, sûrement, ouais. Mais bon, voilà, il faut... on apprend. J'entends ton point. Tu as parlé de vos marques en propre que vous avez lancées. Pourquoi vous l'avez fait et quelle friction avec les autres marques que vous distribuez déjà ? Alors ça a été fait assez tôt, 2013, au sein de l'entreprise. Donc t'en as hérité, enfin hérité. Ouais, j'en ai hérité et franchement ça a été, c'était bien vu. Alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord de permettre de rendre accessibles certains produits, puisque comme il y a une démarche de qualité, ça permet aussi à des gens de se payer un casque carbone intégral à des prix accessibles. La deuxième raison, ça vient nourrir ton business model. C'est les 20% de marge que prend la marque que tu prends pour toi. Donc, pour toi. Et ça te permet aussi de mettre en place en interne, et c'est plutôt ça aujourd'hui que l'on voit avec le professionnalisme de l'équipe qui monte en puissance, et on est venu aussi la renforcer. Ça permet de te mettre à la page de ce qui se passe en termes de tendance. Parce que c'est quand même la force de la marque globale. Et donc de ne pas subir les tendances en essayant de suivre tes marques premium ou tes marques qui ont des grosses parts de marché, mais d'être toi-même l'initiateur de la tendance, l'initiateur potentiellement de la tendance. On le voit, on a sorti nous une combi. Aujourd'hui, les marques, comme c'est des logiques industrielles, ont parfois du mal à adresser une spécificité que sont les motardes. Mais aujourd'hui, dans notre business, tu as 20% de motardes. Sauf qu'à chaque fois que tu interroges des motardes en termes de table ronde, elles ne trouvent pas leurs produits. Bon, voilà, tu vois, ça, et puis nous, on a vachement de femmes chez nous en interne qui testent les produits et qui te disent, putain, le truc est mal fité, le truc est pas bon, etc. Mais comme on est dans un monde de macho, quand ils discutent avec des marques que je vais pas citer, ils te disent, bon, d'un point de vue industriel, le marché de la femme, c'est pas un gros marché, quoi. Donc nous, ça nous permet d'aller aborder ces sujets-là. Et par exemple, aujourd'hui, on a lancé une combi spécifique femme pour faire du racing et pour faire de la piste. On a sorti une belle combi en jean pour permettre à des femmes de garder ce produit la journée au boulot. Bon, c'est un four en termes de vente, mais c'est pas grave. Non, mais je veux dire, ça permet ou alors des spécificités, etc. Pareil sur l'enfant. Aujourd'hui, voilà. Alors, ça pose d'autres sujets industriels et de sujets de capacité de production, mais en fait, ça te permet aussi de créer en interne une capacité de se dire, tiens, quel type de produit je vais mettre en œuvre dans les 18 prochains mois, parce que quand tu développes la marque propre, il y a un time to market qui est globalement... Sauf quand tu as un bazooka de 50 millions en volume d'affaires, mais avec du trafic. Avec 70 millions. Oui, aujourd'hui, mais quand vous les avez lancés, il y en avait moins. Oui, il y en avait beaucoup moins. Donc, bref, sauf quand tu as ce... Voilà, ouais, mais nous, on est seulement le 8e acteur européen, tu vois. Moto Blues, pas vos marques. Ouais. Et nos marques aujourd'hui, il y a des grandes disparités en fonction de la catégorie, mais c'est un point important de toute façon pour notre business model, et c'est surtout un point important pour la marque au global Moto Blues. C'est-à-dire que ça vient nourrir notre marque. C'est pour ça qu'on est en train de réduire aujourd'hui. Ça vient la nourrir, mais quand tu t'appelles Dexter, on pense pas à Moto Blues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met tout sur DXR et Moto Blues, etc. Okay. Et pourquoi DXR ? Parce que c'est une marque qui aujourd'hui est dans le textile et s'implante. Et donc, on est en train de travailler aujourd'hui
en interne pour faire en sorte que nos fiches produits soient revues, la qualité de nos photos soit revue, nos packaging soient revus, et de faire vraiment du travail qu'on n'a pas assez fait jusqu'ici. Il y a vraiment du contenu de marque pour pouvoir nourrir cette marque aussi bien que d'autres le font peut-être sur d'autres marchés. Et on a plein de bons exemples dans la distribution française. Et ça permet aussi d'aller vendre ailleurs. Et ça permet d'aller vendre ailleurs. Ça permet aussi... Aujourd'hui, par exemple, on a lancé les marketplaces. On est présent sur nombreuses marketplaces françaises et européennes. Avec vos produits. Et qu'avec notre marque propre. Pardon, vos produits, votre marque. Avec notre marque. Ouais. Et donc, c'est un très bon vecteur aussi de fidélisation et de repeat. T'as encore combien de temps? Comme tu veux, mais je suis désolé. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, c'est très clair et c'est passionnant. Je pense qu'on peut aller très loin. Tu as parlé de l'international et de la logistique à l'international, donc motoblues.com pour le site français, mais .es et .it, non DE, pardon. Non, .it. Alors, nous, historiquement, on avait 3 sites qui étaient .com, .es, .it, donc on a lancé l'Espagne, l'Italie. Et là, on a aussi on développe du multilingue, donc on a adressé... donc pour l'Espagne, on est entre guillemets, pas en logique de maturité, mais on a un concurrent espagnol qui est très présent sur l'omnicanalité avec beaucoup de magasins physiques qui s'appelle Motocard. Mais nous, on est très présent. On fait à peu près 7-8% de notre business en Espagne. On avait fermé l'Italie il y a 3 ans. On l'a relancé il y a 4 ans. On l'a relancé l'année dernière pour mieux comprendre aussi le business parce que sur l'Italie, c'est pareil. On a pris du temps aussi à comprendre comment fonctionnait le marché italien, quelles étaient les marques prépondérantes, toutes sortes de circuits logistiques. Et puis, on a lancé le Benelux, tout le Benelux, il n'y a pas plus tard qu'1 an. Et aujourd'hui, l'international, au global, c'est 15% de notre business. L'année prochaine, on en a prévu 20%. Et on a vraiment une volonté d'être vraiment très, très présent sur tous les pays d'Europe. Et pour ça, on n'a pas créé une équipe spécifique internationale. On a fait en sorte que ce projet... Il y a des leaders, notamment dans notre équipe e-commerce, mais derrière, c'est vraiment des acteurs très transversaux. Donc, par exemple, le mec qui s'occupe du transport chez nous, il a aussi cette dimension internationale de faire réussir le transport. La personne qui fait l'acquisition chez nous, quand on sait qu'on va ouvrir un nouveau pays, prochainement on veut ouvrir le Portugal, on va commencer à faire chauffer des adresses IP au Portugal. Les gens du CRM doivent aussi adapter la logique CRM pour l'international. Donc, on est plutôt venu rajouter des ingrédients. Et au service relation client, et là, c'est super intéressant, on a une équipe en Espagne, donc avec 3 personnes, voilà. On vient de recruter une nouvelle personne en Espagne, et donc là, on a un mix entre 2 Espagnols et 2 Italiens, voilà. Et en fait, on fait beaucoup pour l'international pour l'instant. À part en Espagne, on fait surtout du mail et du WhatsApp, mais on ne fait pas de call. Et ce qui est un vrai problème chez nous, puisque, comme je te le disais tout à l'heure, on fait énormément d'avant-vente. Donc là, maintenant, on est en train d'intégrer, et un de nos cahiers des charges au service relation client principal, c'est que la personne doit être motard. Donc là, on était en train de recruter, on voulait quelqu'un trilingue, anglais, flamand, français, motard, etc. Autant dire que l'entonnoir, il est... Tu vois et on a trouvé. Et c'est la première personne... Vous avez trouvé à Carvin ? Non, on a trouvé en France. Okay. La personne habite à Rennes et c'est la première personne que l'on a 100% full remote dans l'entreprise, mais parce que ça correspond à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire permettre à nos clients néerlandais non seulement d'avoir une relation avec nous par email et WhatsApp, mais surtout d'ouvrir très prochainement une ligne téléphonique pour pouvoir justement faire de l'avant-vente et de la réassurance. Parce qu'il n'y a rien de plus formidable que de faire de la réassurance par rapport à de l'humain. Et alors le playbook, après ces plusieurs pays ouverts, quand vous allez quand vous allez ouvrir le Portugal. Pardon ? Le playbook pour ouvrir le Portugal, avec l'apprentissage que vous avez des autres pays d'avant. Il y a de la trad, il y a chauffer les adresses IP, il y a onboarder une équipe en interne, il y a du service client qui parle portugais et français. Il y a du service client, ouais. Alors, on a toutes ces étapes, toutes ces expériences. Il y a aussi surtout un élément qu'on a appris, c'est de ne pas aller trop loin dans la surqualité et de ne pas aller trop loin dans la volonté de tout. C'est-à-dire ce qu'on a fait par exemple sur le Benelux, c'est que le site, c'est le même que celui en France. C'est les mêmes opérations commerciales, c'est les mêmes, etc. Mais on a une telle profondeur de choix dans notre catalogue. C'est-à-dire que le client, une fois qu'on l'a fait venir,
eh bien, le client, aujourd'hui, il retrouve son bonheur. Donc après, ce que tu as intérêt de retravailler, c'est la qualité de ton moteur de recherche, c'est de faire en sorte que les gens atterrissent sur les bonnes pages, sur les bons produits, etc. Et un point qu'on a vraiment mis en œuvre aussi, et ça fait partie de ce que tu évoquais du playbook, c'est aussi dans ton tunnel de faire en sorte que tu te rends compte que tu as aussi des variantes sur ta réassurance par rapport au système de paiement. Par exemple, en Belgique, 65% c'est Bancontact. Aux Pays-Bas, 40% c'est iDeal. On a intégré Bizum en Espagne. Etc., etc. On a des parts de marché qui sont différentes aussi, par exemple, avec PayPal, en fonction de là où on est. Et puis, tu en as qui sont très friands du crédit long, d'autres un peu moins. Donc, tout ça, on l'apprend. Et en fait, bah oui, on va redémarrer sur d'autres pays à partir du .com. On va faire du multilangue. Demain, on doit faire du multidevise parce qu'on sait qu'on a des gros potentiels dans plein de pays. Et le point commun, c'est toujours une logistique centralisée. Et après, bah, c'est de faire en sorte que lorsque on envoie des emails, lorsqu'on pousse des actions marketing digitales sur l'Ads ou tout autre, potentiellement sur des réseaux sociaux, puisqu'on a des réseaux sociaux, par exemple, spécifiques pour l'Espagne, on soit à capacité de faire l'adaptation produit. Mais comme on a une base, franchement, d'offres qui est très, très large, comme on a une logique servicielle qui est très, très bonne, en fait, une fois que le client nous teste, bah voilà, on est bien pour intégrer et développer un nouveau produit. La franchise, c'est que la France pour commencer. La franchise, c'est que la France pour commencer. Et surtout, c'est que, en fait, là, on va devoir gérer autre chose. Gérer des magasins à distance. Et ça aussi, ça va être de l'apprentissage. Donc là, pareil, on a juste une personne qui était notre directeur de magasin pendant 6 ans à Seclin, qui devient directeur du réseau et qui est un peu la porte d'entrée en interne. Mais là, même chose que l'international, on ne crée pas une équipe spécifique. On fait en sorte que ce job soit intégré dans le job de chacun. Si tu prends un catégorie manager, demain, il fait son offre pour le web, mais demain, il doit être aussi capable de faire une proposition d'offre pour les magasins en fonction de la taille du magasin. Les impacts sur la tech de l'ouverture du réseau de franchise, il faut pouvoir se connecter à... Alors ça, c'est très intéressant, puisqu'on est comme je te l'ai dit, on développe beaucoup de choses en interne. Donc là, on est avec un partenaire dans le Nord pour pouvoir proposer notre outil de gestion de points de vente. Donc là, c'est bon. Et on est en train de le mettre en place déjà aussi dans notre magasin. Donc on le met en place dans notre magasin le 27 octobre. Le partenaire, on peut le citer ou Oui, il s'appelle Kenéo, qui est dans le nord de la France. Obligatoirement, quand tu bosses avec un partenaire, en avant-vente, tout est parfait. Quand tu mets en œuvre, il y a parfois des choses qui ne sont pas développées parce qu'on a des spécificités qui ne sont jamais bien déterminées au niveau du cahier des charges. Moi, mes équipes me disent à chaque fois, t'inquiète pas, ça va aller, ça va le faire, comme mes gosses. Mais on sait très bien par expérience que oui, ça va le faire, mais il y aura des choses que l'on va découvrir. Et là, un truc formidable, pour pouvoir être à l'heure, nos équipes internes ont aussi développé des briques pour faire en sorte, ce qu'on appelle en interne Omnistore, pour faire en sorte que l'outil global qu'on va proposer soit implémenté dans notre magasin à Seclin, qui est notre gros bateau, et puis qu'on puisse proposer demain aux franchisés une solution complète. Une solution complète qui puisse complètement absorber l'omnicanalité. Plug and play pour son... Plug and play, et surtout derrière, être complètement à l'aise pour la gestion des retours, quel que soit l'endroit où le client a acheté, complètement intégré avec mon programme de feed, complètement intégré avec la logique de remboursement client, etc. Enfin, que ça soit quelque chose qui soit vraiment en maîtrise totale et qu'il n'y ait pas de problème de souci d'omnicanalité lorsqu'on met en place les franchises. Full intégré, mais c'est un sacré projet industriel de développement. Et un bel apprentissage parce que, en fait, c'est un truc qui est génial. Comme on s'est intéressé à la franchise, tu te rends bien compte que notre magasin, nous qui est là depuis longtemps, il y avait aussi des imperfections. C'est-à-dire qu'on a fait, parfois, on a mis en place des choses avec des bouts de ficelle. Parce que c'était juste pour un magasin. Quand tu veux avoir demain, même si en propre, 15-20 magasins. Et en fait, ce projet nous sert aussi à faire en sorte qu'on va amener au magasin actuel une vraie robustesse, une vraie agilité, une vraie facilité, une meilleure productivité. Et puis, surtout, c'est que ça nous donne aussi des perspectives de se dire, bah ouais,
on va être prêt pour aussi ouvrir des magasins propres. De la même manière que les marketplaces aujourd'hui nous challenge sur la qualité de nos fiches produits. Parce que quand tu vas sur certaines marketplaces, le degré d'exigence de la qualité de service ou de la qualité de l'information sur ta fiche produit est parfois supérieur à ce que tu fais. Donc c'est aussi un moyen, ces nouveaux relais de croissance sont aussi un moyen de nous challenger. Et là, je remets sur l'ADN, compétition, passion, fun, parce que y a rien de mal, c'est juste normal d'être challengé. Dernière question, puis après on va atterrir en douceur sur l'humain, parce que tu as des idées aussi fortes là-dessus. Pour les Parisiens qui nous écoutent et qui sont motards comme moi, il y a Boulevard Voltaire, pas mal de magasins, c'est un peu coin à Paris. Pourquoi ne pas avoir opté pour le rachat d'un concurrent qui aurait déjà éventuellement un réseau de boutiques bien installées plutôt que de lancer votre propre franchise? Ça a été mis sur la table à un moment ou Là, après, c'est d'autres sujets. Alors, ça a été mis sur la table. Bon, d'abord, il y a un sujet aussi d'actionnariat, de cash-out. Mais en dehors de ça, en dehors de l'actionnariat, je crois que c'est bien aussi d'apprendre à gérer une logique managériale de points de vente. Et si demain tu rachètes un réseau de points de vente existant, mais que tu ne sais pas le manager, ton rachat va pas faire 1 + 1 = 3. Tu vas passer beaucoup de temps à comprendre l'intégration, à comprendre leur métier, etc. Alors que si tu le comprends déjà, le jour où tu le fais, ce sera beaucoup plus facile. Bon, et après, racheter aujourd'hui à l'intérieur de Paris des affaires, on a vu ce que ça a donné. Je pense qu'aujourd'hui, les motards ne sont pas forcément tout le temps les bienvenus. En tout cas, ça leur coûte plus cher aujourd'hui. Mais voilà, donc il y a un moment donné, racheter des boîtes pour essayer d'intégrer de la compétence, oui, pourquoi pas. Mais si tu ne sais pas la manager, je pense que ça devient complexe. Mais ça fait partie des choses. Dans notre programme futur, oui, ça fait partie des éléments. Aujourd'hui, on fait 70 millions. Si on veut être dans le top 5, top 3 européen, il va falloir qu'on passe des caps. On parle de combien pour être dans le top 5, top 3? 100 millions. 100 millions, pour moi, c'est vraiment le cap majeur qu'on s'est donné. 2030. 2028. Ce serait l'idéal 2030. Okay. Mais là, ça passe aussi effectivement par des logiques potentielles de croissance externe. Mais il faudra bien choisir. Qui peut être en France ou en Europe d'ailleurs. Passion, compétition, fun et autonomie. Quand on a préparé notre table ronde de Lyon, l'humain revenait souvent. Alors c'est un peu... on va pas essayer d'enfoncer des portes. L'humain, évidemment, c'est important, mais tu avais quand même des idées là-dessus qui étaient intéressantes, je trouve. Et ça nous permet de reboucler avec ce qu'on se disait il y a 1 heure au début de cet entretien, quand je te disais que la culture, c'est les 60 derniers jours. Il y a un autre mec qui disait que la culture bouffe la stratégie au petit-déj. Ça marche mieux en anglais, mais ça, c'est ça. Culture, it's strategy for breakfast. La culture, c'est l'humain. C'est des fêtes, c'est une pompe à bière, c'est du full remote, c'est des concours de cross le jeudi après-midi parce qu'on porte les couleurs de l'entreprise. Oui, c'est un mix. Alors, oui, alors il y a des évidences. En fait, c'est complexe de construire une équipe globale hyper compétente et qui demain peut avoir des résultats de manière collective. Pour les plus anciens, on se souvient tous de France 98. Et ces personnes qui ont joué ensemble et qui ont rapporté la Coupe du Monde n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Mais ils avaient une complémentarité et ils avaient un socle commun et un projet commun. Et en fait, c'est complexe de pouvoir faire une alchimie. Et donc, tu mets du temps. Tu mets du temps à non pas revisiter tes organisations, mais t'assurer que tu as la bonne personne, aussi bien en soft skills, mais aussi en capacité de travailler en transversalité. Et donc, tu construis petit à petit. Et effectivement, à un moment donné, tu prends aussi en considération ce qui se passe avec les nouvelles générations. Donc nous, aujourd'hui, on a plusieurs socles hyper importants. D'abord, on est une organisation matricielle qui fait qu'aujourd'hui, on a développé énormément de choses pour que les gens aient des rites et des rythmes ensemble, et non pas que dans leur service. Donc ça a été un point structurant. On a mis en place aussi... puisqu'il y a beaucoup de jeunes managers, un programme de formation sur le management, pareil, de manière collective, avec les droits et les devoirs de chacun. On a travaillé énormément
dans le socle commun, cette notion aussi du fameux débat du télétravail. Parce que maintenant on entend tout, hein, maintenant toutes les boîtes veulent que ça revienne et tout, il faut revenir bosser, etc. Mais si tu as confiance, en fait, nous, ce qu'on a acté, donc on avait au tout départ un contrat qui permettait aux gens d'avoir 2 jours de home office par semaine. J'ai tout cassé et maintenant chacun est libre d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 jours de home office par semaine. Mais chacun est libre. À la décision, à la discrétion du manager de l'équipe. Hein, c'est le manager de l'équipe qui décide si dans son service, il doit avoir 1 journée de home office ou 5 jours. Et donc, tu as des disparités qui peuvent se créer, mais chacun a écrit ses règles. Chacun a écrit ses règles. Par exemple, moi, j'ai une règle. On a une réunion manager tous les mois. La prochaine, c'est lundi prochain. Elle est obligatoirement en physique. Donc, en fait, il y a un espace de liberté qui est très clair, mais le manager a toujours la décision de ce qu'il veut faire avec son équipe. Parce que il y a des contraintes différentes. On a une politique aussi de redistribution qui est très, très, très riche. Restons là-dessus. Je me suis noté les bénéfices, enfin la redistribution des bénéfices, c'est ça dont tu allais parler ? Ouais, de la progression de chiffres et de l'atteinte des objectifs, ouais. T'as pas de jalousie entre équipes ? Il n'y a pas des managers qui sont non, moi il faut que ce soit full présentiel, d'autres full télétravail. Non, les sujets ont été écrits et partagés en transparence. Et donc quand tu partages en transparence, tu donnes les raisons pour lesquelles tu le fais. Tu donnes les raisons. Je prends un exemple. On a une filiale au UK, qui est une filiale très familiale, à Boston. Quand tu connais Boston et que tu vas à Boston, c'est pas Boston aux US. Hein. Yeah, Boston, c'est UK. Boston UK, 1h30 de nord-est de Londres. Tu vas pas tous les jours en vacances. Une fois que le Covid était terminé, pareil, ils font beaucoup de home-med. Toutes leurs équipes IT ont refusé de venir au boulot. Donc, à un moment donné, ça fait partie des mouvements, ça ne marche pas. Donc, voilà. Si demain, j'avais voulu que ma personne du service relations clients, flamand, anglais, trilingue, français, soit absolument à Carvin, je serais encore en train de chercher, quoi. Donc, il y a un moment donné, tu t'adaptes. En revanche, moi, j'ai mon manager à pro, les équipes à pro. Tous les matins, ils ont besoin d'être en connexion avec la logistique. Tu ne fais pas une connexion en visio avec les personnes de la logistique. Ils sont debout, ils sont sur le terrain, ils sont derrière leur poste, ils bougent, ils mouvent. Il y a un moment donné, tous les matins, tu vas en logistique. Donc, en fait, cette variante, elle est logique. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que ça s'autorégule. Moi, j'ai des gens aujourd'hui, des équipes IT, qui se voient tous les vendredis, parce que tous les vendredis, ils s'organisent une bouffe tous les midis. Donc après, à toi de mettre en place des conditions pour que les gens soient bien. On a un open space qui est super agréable. Je te fais le truc, le baby-foot, les jeux vidéo, etc. On a développé et on a enrichi notre salle de sport pour que les gens fassent faire du sport. On a un environnement qui est sympa. Et surtout, c'est un open space où... Et là, je reviens encore sur le rôle du dirigeant. Si dans l'open space, mon bureau est à l'entrée de l'entreprise, il n'est pas en haut, où tout le monde me voit et moi, je peux voir tout le monde... Si le dirigeant, quand il arrive, il dit pas bonjour, il fait la gueule, effectivement, il vaut mieux que les gens soient home office. Mais tu crées de l'ambiance et tu crées le fait que ça soit pas toujours les mêmes choses pour chacun des services, parce que chacun des services a aussi sa problématique. Donc voilà, donc tu crées les conditions du succès. On crée les conditions du succès aussi par le pognon. Faut pas se planter. Enfin, je veux dire, ça ne doit pas être un sujet tabou en France. Ouais, redistribution. Redistribue. Donc nous, on a un contrat d'intéressement très simple. Hein. À partir de 5% de progression de chiffre d'affaires tous les trimestres, on redistribue un pourcentage au niveau des salaires. Donc voilà, donc tu vois là. 5% rentable. Non, 5% d'évolution de chiffre. On est donc si tu te plantes sur un trimestre et que tu fais pas des bidas, j'en sais rien, parce que accident. Tant pis, c'est le contrat d'intéressement, mais c'est à toi de manager pour que les gens managent avec les bidas. Donc on a cette distribution qui fait qu'à un moment donné, par exemple, dernier trimestre là, qui s'était clôturé fin septembre, on va redistribuer 8%. Parce qu'on a fait un trimestre à plus 10. Et à l'année, on a si on atteint l'objectif des bidas, on redistribue 6%. Pour les équipes. Donc il y a quand même, tu vois, cette notion. Et un truc qui est génial, c'est que moi aujourd'hui, j'ai des gens qui soient employés logistiques, développeurs ou codir, qui s'intéressent à la machine à café, qui s'intéressent à l'EBITDA et qui s'intéressent à la progression. Donc voilà. Donc après, est-ce que c'est beaucoup, c'est trop ? On ne sait pas. Mais il y a un moment donné, les gens sont aussi là
pour pouvoir gagner en pouvoir d'achat. Donc, ça fait partie aussi des éléments de motivation. Et concernant l'humain, notre dernier post LinkedIn, je t'invite à aller le voir, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma responsable des réseaux sociaux, Salomé, elle dit, chaque année, on se retrouve entre managers, et chaque année, il y a des nouveaux, donc ça peut être des gens qui ont changé de poste, ça peut être des alternants qui ont eu un CDI, ça peut être des gens qui ont progressé verticalement ou horizontalement. Et en fait, on s'attache aussi dans les entretiens annuels à s'intéresser au projet de chacun, mais être aussi transparent. Et on a créé énormément de... Moi, j'ai en tête une personne qui était en logistique, qui était une personne qui travaillait aussi qui était préparatrice en logistique, mais que tu vois, qui avait petit à petit dépassé sa mission de préparatrice et qui faisait aussi beaucoup de management non hiérarchique qui formait les nouveaux, etc. Elle s'est pété le genou, ligament. Tu vois, c'est un peu emmerdant en logistique. En logistique, c'est chiant. Ouais. Tu reviens. Et donc, on lui a créé un poste. Parce on sentait en elle énormément de soft skills, c'est sûr, et du potentiel, quoi. Et une fille qui était complètement dans les valeurs. Et ce poste, c'est le management de la qualité dans l'entreprise. Et aujourd'hui, elle fait un tabac. Et aujourd'hui, même les gens le connaissent, elle la respecte. Elle était incapable de faire une présentation il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle est à l'aise quand elle prend un micro. Elle n'avait jamais fait de présentation PowerPoint ou de je sais pas quoi. Aujourd'hui, elle fait ça. Et aujourd'hui, elle a travaillé sur des sujets hyper importants d'entreprise, qui est la gestion de la démarque, de la qualité, des process. Et ça a amené un plus. Donc ça fait partie aussi des choses que tu vis, c'est de te dire que moi j'ai un repas avec les nouveaux tous les mois, donc tous les mois on fait un repas pizza, on essaie de comprendre aussi les passions de chacun, et puis tu te rends compte que tu as des gens, là j'ai une personne du service relation client, lui c'est un passionné de photo. Donc maintenant il fait une journée de service relation client, il fait 3 jours, il fait de la photo. Et il va travailler sur la photo de nos nouveaux produits marque propre pour justement être dans le projet de l'embellissement de la marque et la valorisation de la marque. Mais on en a plein comme ça. On en a plein de gens. Moi, j'ai une personne aujourd'hui qui, je pourrais citer plein d'exemples, mais qui est arrivée dans l'entreprise au magasin de Seclin comme alternante, comme vendeuse. Et puis, petit à petit, elle a créé au sein du magasin de Seclin ce qu'on a appelé un mois une marque, donc un peu d'événementiel. Aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de tous les événementiels pour l'entreprise. Et elle a 26 ans. Voilà. Donc, de beaux exemples. Ouais, et puis tu le vis, en fait. En fait, c'est pas un sujet que tu mets sur des slides, c'est tu le vis. Donc, tu l'incarnes, tu le vis. Tu l'incarnes, tu le vis. Ouais. Et comme aujourd'hui, je suis peut-être moi aussi une incarnation à 56 ans d'être patron de cette entreprise. J'y avais jamais pensé, tu vois. Mais voilà, donc... tu es là pour donner de l'énergie, mais quand tu vois tout ça, et quand j'étais en réunion manager, pas plus tard que ce mercredi 8 octobre, en fait, j'étais ému de ma conclusion de voir tous ces profils différents, mais ensemble, pour pouvoir justement faire en sorte. Et ça m'a fait penser justement à cette équipe de 98, qui était finalement très différente dans les caractères, mais avec justement une complémentarité et une volonté commune d'accéder à l'au-delà, c'est-à-dire être champion du monde, quoi. L'au-delà. L'au-delà. Jérôme, c'était passionnant. Merci infiniment. Tu es toi-même passionné. Hein. On sent la passion, pardon, et puis le fun aussi quand on te parle. Merci infiniment. Merci à toi, Laurent. De t'être livré comme ça. Jérôme Dallidet, D-A-L-I-D-E-T, sur LinkedIn. Si vous voulez poursuivre, chères auditrices, chers auditeurs, la conversation avec Jérôme à propos de Moto Blues. Et évidemment, inscrivez-vous sur lepanier.io pour ne rater aucun nouveau épisode par newsletter qui part à peu près tous les vendredis ou un vendredi sur 2, ça dépend des périodes. Et allez faire un tour sur motoblues.com ou ES ou IT sur les réseaux sociaux, Facebook, ou PT Insta, bientôt, c'est ça, Portugal, j'ai une bêtise. Oui, restauration.com, et il aura sa spécificité, mais bon, voilà. Merci infiniment. Merci à toi, Laurent. Merci à vous tous et toutes. Au revoir.